ancien directeur de la mission universitaire française en Haïti. Merci donc à vous d'être avec nous. On évoquait à l'instant, avant votre intervention, ce nouveau massacre de gangs dans un village à une centaine de kilomètres de la capitale Port-au-Prince. Comment expliquer ces actions meurtrières des gangs ? Ce sont des actions de pure folie. Ce sont des actions qui ne sont dictées ni par une motivation religieuse. Haïti n'est pas un pays avec un conflit de ce type. Ce n'est pas non plus un conflit interethnique. Nous sommes un peuple, on peut dire, ethniquement uni. Ce n'est pas non plus un conflit social. Donc, c'est un acte de pure folie, des jeunes qui sont portés par une pulsion de mort, mais qui sont quand même téléguidés par des, euh, des assassins qui sont en fait liés au trafic de la drogue. Donc, il faut mettre cela dans un contexte plus large pour dire que Haïti est un pays euh, affecté par un contexte régional de plus en plus délétère. Oui, justement, vous le disiez, c'est ce massacre de gangs dans ce village, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Port-au-Prince, serait lié au paiement d'un péage que des gangs auraient mis en place sur la nationale. C'est uniquement pécunier ce qui justifie du coup ce massacre. Bon, il faut voir aussi que depuis l'arrivée des forces kenyanes, il y a un petit peu plus d'un mois à Port-au-Prince, il y a une sorte de, de, de pourrissement de la situation générale, contrairement à ce que l'on pourrait attendre, c'est-à-dire que les gangs se sont diffusés dans le reste du pays et Port-Sondé se trouve donc à une centaine de kilomètres au nord de la capitale, sur la nationale 1, c'est-à-dire l'axe principal qui va de Port-au-Prince au Cap haïtien. Et c'est une zone qui est également extrêmement riche sur le plan agricole. Nous sommes à l'entrée de la vallée de l'Artibonite, qui est le grenier à riz de l'ensemble du pays. C'est dire que on s'attaque ici à un autre point névralgique de l'économie rurale et qui, de par cette importance, constitue pour les gangsters une source de revenus par le racket qu'ils exercent d'abord contre les marchands et les marchandes qui sont très nombreux sur ce marché, mais aussi par le péage qu'ils imposent aux voitures, aux autobus de passage, parce que je rappelle donc que c'est la nationale numéro 1 qui va de la première à la deuxième ville du pays. Vous évoquiez justement la mission sécuritaire internationale dont le Kenya est largement partie prenante. Le Premier ministre haïtien, justement, lui, va se rendre au Kenya très prochainement. Il est d'ailleurs en route pour réclamer plus de moyens. Est-ce que ça n'illustre pas une forme d'échec déjà de la mission sécuritaire qui peine, il faut bien le dire, pour l'heure à montrer des résultats concrets, Il faut dire qu'en Haïti, nous n'avons jamais été très optimistes par rapport à cette mission kenyane, dans la mesure où, avec 400 policiers armés avec des équipements, on va dire, de maintien de l'ordre, ils doivent faire face à des milliers de gangsters qui ont à leur disposition des armes et des munitions de guerre. Donc, il y a une disproportion entre les moyens mis en place et la nature de la mission, et que le Premier ministre se rend aujourd'hui au Kenya pour aller solliciter de nouvelles aides. C'est, pourrait-on dire, une bonne chose, mais nous savons déjà que ce ne sera pas suffisant. Il faudrait qu'il y ait une mission beaucoup plus musclée, avec surtout une feuille de route beaucoup plus claire et un échéancier qui permette à la population haïtienne d'espérer de nouveau, parce que pour le moment, le, la solution kenyane ne semble pas porter les résultats qui étaient escomptés. Le président Ruto, lui, président kényan, s'est d'ailleurs rendu en Haïti pour visiter notamment les policiers kényans qui participent à cette mission. Il leur a déjà d'ores et déjà promis plus de moyens. Vous évoquiez justement ces gangs qui bénéficient, qui profitent d'armes de guerre. Comment expliquer cet afflux d'armes massif justement en Haïti ? Expliquer, c'est difficile parce que cela voudrait dire que nous sommes dans les combines, mais nous pouvons du moins faire la cartographie de ce trafic pour dire que ce sont des armes qui arrivent des États-Unis et qui pénètrent dans le pays par voie maritime le plus souvent et qui, en même temps, servent à sécuriser, pourrait-on dire, le trafic de la drogue qui, de la cordillère des Andes vers la Floride, a transformé Haïti en un véritable trou noir, une passoire où circule, dit-on, le quart de la drogue qui entre aux États-Unis. Et nous parlons donc
d'un commerce, d'un trafic qui se chiffre à plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc il y a une telle disproportion entre les moyens dont disposent les gangs et les moyens de l'État. Je rappelle que Haïti n'a pas d'armée capable de faire face à de tels défis et que la police, avec seulement quelques milliers d'agents, est obligée donc de faire appel à des forces étrangères. Pour le moment, c'est le Kenya qui a répondu à cet appel, mais nous savons notoirement que c'est insuffisant et que surtout les moyens matériels qui sont mis à la disposition de ces policiers ne permettent pas de faire face aux défis. Pour le moment, les Kenyans se contentent de sécuriser les axes stratégiques et ce sont les soldats haïtiens qui sont en première ligne. Les Kenyans viennent comme des supplétifs, mais cela ne sera pas suffisant. Pas suffisant, on l'aura bien compris. Vous évoquiez au début de notre entretien la population civile. C'est un véritable calvaire pour les Haïtiens. 700 000 personnes ont déjà dû fuir vers le sud du pays. Une partie du territoire est désormais hors de contrôle et totalement aux mains des gangs. 80% de la capitale est aujourd'hui contrôlée par les gangsters. On considère qu'avec 700 000 personnes déplacées, c'est à peu près autant qu'après le tremblement de terre de 2010, qui était une catastrophe naturelle. Donc nous vivons une situation de catastrophe humaine, de catastrophe sociale, de catastrophe mortifère, et surtout, nous assistons à l'effondrement de l'état de droit parce que le pays n'a pas les moyens de faire face seul à ce défi. Vous évoquiez justement, pour sécuriser Haïti, une force peut-être beaucoup plus musclée. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, une forme d'implication d'autres acteurs internationaux pour apaiser cette crise? On pense notamment aux États-Unis, pourquoi pas? Vous savez, la crise que nous subissons en Haïti est une crise de dimension internationale. Ce n'est pas comme s'il s'agissait d'un conflit interne qui impliquerait des acteurs qui pourraient s'asseoir autour d'une table. Nous sommes dans ce qu'on appelle en géographie une économie inverse, un anti-monde où le trafic de la drogue se joue des frontières, se joue des autorités nationales et se joue des limites des responsabilités territoriales. Donc il nous faut trouver, je dirais, une réponse à proportion. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème strictement haïtien, il faut trouver des solutions qui ne soient pas strictement haïtiennes parce que nos moyens ne suffiront pas pour faire face. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Marie Théodate, d'avoir répondu à nos questions ce matin sur France 24. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en géographie à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et ancien directeur de la mission universitaire française en Haïti. Encore merci à vous. Merci. Ancien directeur de la mission universitaire française en Haïti, merci donc à vous d'être avec nous. On évoquait à l'instant, avant votre intervention, ce nouveau massacre de gangs dans un village à une centaine de kilomètres de la capitale Port-au-Prince. Comment expliquer ces actions meurtrières des gangs? Ce sont des actions de pure folie. Ce sont des actions qui ne sont dictées ni par une motivation religieuse. Haïti n'est pas un pays avec un conflit de ce type. Ce n'est pas non plus un conflit interethnique. Nous sommes un peuple, on peut dire, ethniquement uni. Ce n'est pas non plus un conflit social. Donc, c'est un acte de pure folie, des jeunes qui sont portés par une pulsion de mort, mais qui sont quand même téléguidés par des assassins qui sont en fait liés au trafic de la drogue. Donc, il faut mettre cela dans un contexte plus large pour dire que Haïti est un pays affecté par un contexte régional de plus en plus délétère. Oui, justement, vous le disiez, c'est ce massacre de gangs dans ce village, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Port-au-Prince, serait lié au paiement d'un péage que des gangs auraient mis en place sur la nationale. C'est uniquement pécunier ce qui justifie du coup ce massacre? Il faut voir aussi que depuis l'arrivée des forces kenyanes, il y a un petit peu plus d'un mois à Port-au-Prince, il y a une sorte de pourrissement de la situation générale, contrairement à ce que l'on pourrait attendre, c'est-à-dire que les gangs se sont diffusés dans le reste du pays et Port-Sondé se trouve donc à une centaine de kilomètres au nord de la capitale, sur la nationale 1, c'est-à-dire l'axe principal qui va de Port-au-Prince au Cap haïtien.
et c'est une zone qui est également extrêmement riche sur le plan agricole. Nous sommes à l'entrée de la vallée de l'Artibonite, qui est le grenier à riz de l'ensemble du pays. C'est dire que on s'attaque ici à un autre point névralgique de l'économie rurale et qui, de par cette importance, constitue pour les gangsters une source de revenus par le racket qu'ils exercent d'abord contre les marchands et les marchandes qui sont très nombreux sur ce marché, mais aussi par le péage qu'ils imposent aux voitures, aux autobus de passage, parce que je rappelle donc que c'est la nationale numéro 1 qui va de la première à la deuxième ville du pays. Vous évoquiez justement la mission sécuritaire internationale dont le Kenya est largement partie prenante. Le Premier ministre haïtien, justement, lui, va se rendre au Kenya très prochainement, hein. Il est d'ailleurs en route pour réclamer plus de moyens. Est-ce que ça n'illustre pas une forme d'échec déjà de la mission sécuritaire qui peine, il faut bien le dire, pour l'heure à montrer des résultats concrets, hein? Il faut dire qu'en Haïti, nous n'avons jamais été très optimistes par rapport à cette mission kenyane, dans la mesure où, avec 400 policiers armés avec des équipements, on va dire, de maintien de l'ordre, ils doivent faire face à des milliers de gangsters qui ont à leur disposition des armes et des munitions de guerre. Donc, il y a une disproportion entre les moyens mis en place et la nature de la mission, et que le Premier ministre se rende aujourd'hui au Kenya pour aller solliciter de nouvelles aides, c'est, pourrait-on dire, une bonne chose, mais nous savons déjà que ce ne sera pas suffisant. Il faudrait qu'il y ait une mission beaucoup plus musclée, avec surtout une feuille de route beaucoup plus claire et un échéancier qui permette à la population haïtienne d'espérer de nouveau, parce que pour le moment, le, la solution kenyane ne semble pas porter les résultats qui étaient escomptés. Le président Ruto, lui, président kényan, s'est d'ailleurs rendu en Haïti, hein, pour visiter notamment les policiers kényans qui participent à cette mission. Il leur a déjà d'ores et déjà promis plus de moyens. Vous évoquiez justement ces gangs qui bénéficient, qui profitent d'armes de guerre. Comment expliquer cet afflux d'armes massif justement en Haïti? Expliquer, c'est difficile parce que cela voudrait dire que nous sommes dans les combines, mais nous pouvons du moins faire la cartographie de ce trafic pour dire que ce sont des armes qui arrivent des États-Unis et Hmm. qui pénètrent dans le pays par voie maritime le plus souvent et qui, en même temps, servent à sécuriser, pourrait-on dire, le trafic de la drogue qui, de la cordillère des Andes vers la Floride, a transformé Haïti en un véritable trou noir, une passoire où circule, dit-on, le quart de la drogue qui entre aux États-Unis. Et nous parlons donc d'un commerce, d'un trafic qui se chiffre à plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc il y a une telle disproportion entre les moyens dont disposent les gangs et les moyens de l'État. Je rappelle que Haïti n'a pas d'armée capable de faire face à de tels défis et que la police, avec seulement quelques milliers d'agents, est obligée donc de faire appel à des forces étrangères. Pour le moment, c'est le Kenya qui a répondu à cet appel, mais nous savons notoirement que c'est insuffisant et que surtout les moyens matériels qui sont mis à la disposition de ces policiers ne permettent pas de faire face aux défis. Pour le moment, les Kenyans se contentent de sécuriser les axes stratégiques et ce sont les soldats haïtiens qui sont en première ligne. Les Kenyans viennent comme des supplétifs, mais cela ne sera pas suffisant. Pas suffisant, on l'aura bien compris. Vous évoquiez au début de notre entretien la population civile. C'est un véritable calvaire, hein, pour les Haïtiens. 700 000 personnes ont déjà dû fuir vers le sud du pays. Une partie du territoire est désormais hors de contrôle et totalement aux mains des gangs, hein. 80% de la capitale est aujourd'hui contrôlée par les gangsters. On considère qu'avec 700 000 personnes déplacées, c'est à peu près autant qu'après le tremblement de terre de 2010, qui était une catastrophe naturelle. Donc nous vivons une situation de catastrophe humaine, de catastrophe sociale, de catastrophe mortifère, et surtout, nous assistons à l'effondrement de l'état de droit parce que le pays n'a pas les moyens de faire face seul à ce défi.
Vous évoquiez justement, pour sécuriser Haïti, une force peut-être beaucoup plus musclée. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, une forme d'implication d'autres acteurs internationaux pour apaiser cette crise? On pense notamment aux États-Unis, pourquoi pas? Vous savez, la crise que nous subissons en Haïti est une crise de dimension internationale. Ce n'est pas comme s'il s'agissait d'un conflit interne qui impliquerait des acteurs qui pourraient s'asseoir autour d'une table. Nous sommes dans ce qu'on appelle en géographie une économie inverse, un anti-monde où le trafic de la drogue se joue des frontières, se joue des autorités nationales et se joue des limites des responsabilités territoriales. Donc, il nous faut trouver, je dirais, une réponse à proportion. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème strictement haïtien, il faut trouver des solutions qui ne soient pas strictement haïtiennes parce que nos moyens ne suffiront pas pour faire face. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Marie Théodate, d'avoir répondu à nos questions ce matin sur France 24. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en géographie à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et ancien directeur de la mission universitaire française en Haïti. Encore merci à vous. Merci.